Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous le savez, il y a peu de temps, c'était la rentrée. Ce qui m'a fait repenser à l'époque où j'allais à l'école et où face à mon handicap, il a fallu faire certaines adaptations. Aujourd'hui, on parle donc scolarité et handicap. Aujourd'hui, en 2020, on peut estimer que la proportion d'élèves en situation de handicap est à hauteur d'à peu près 4%. On peut se dire que c'est pas énorme. À mon époque, en 99, quand je suis arrivée en école primaire, on devait être à peine 1%. Donc c'est déjà une belle progression à noter. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que je connais le mieux, qui est le handicap visuel. Mais il faut savoir que c'est aujourd'hui une très faible proportion des handicaps qu'on peut retrouver en milieu scolaire. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait mes petites recherches. J'ai trouvé des chiffres des années 2014-2015. La plus grande proportion des élèves en situation de handicap sont d'abord issus de troubles intellectuels et cognitifs. On est à 43% des élèves en situation de handicap. Et donc pour ce qui me concernait le plus à l'époque, tout ce qui est donc troubles visuels, on est estimé ici à 1,57% des élèves. C'est finalement assez faible. Chaque handicap va forcément nécessiter une aide différente en fonction de ses besoins et des problèmes qu'il va avoir à suivre les cours comme les autres élèves. Quant à moi, je vais vous expliquer toutes les compensations et aides auxquelles j'ai eu droit en tant que déficiente visuelle. Si on retourne vraiment au tout début de ma scolarisation en maternelle, on apprend souvent en maternelle les couleurs. À cette époque-là, mes parents ne savaient pas que je ne voyais pas les couleurs. Et alors que je le savais très bien, j'ai eu la bonne idée de ne le dire à personne. J'ai fait beaucoup d'à peu près dans mes dessins, dans mes coloriages surtout, et c'est justement en voyant mes coloriages que mes parents se sont dit « il y a peut-être un problème ». Finalement, quand mes parents ont su pour cette non-vision des couleurs, ma maman a eu une super solution pour m'aider à chaque fois qu'il y avait des coloriages. Tous mes feutres et tous mes crayons de couleur ont été étiquetés soigneusement pour me nommer à chaque fois quelles étaient les couleurs. Pour dessiner un soleil par exemple, j'avais mémorisé que le soleil, il fallait le dessiner en jaune. Donc je prenais mon feutre jaune et je coloriais mon soleil. Si je n'avais pas mémorisé qu'un soleil se dessinait de couleur jaune, j'aurais tout de même vu qu'il se dessinait avec une couleur claire et donc j'aurais pu utiliser n'importe laquelle de toutes ces couleurs que je vous présente ici. Ça aurait pu faire de moi une grande artiste abstraite. Oh, mais j'adore l'abstrait! En grandissant un peu après la maternelle, les couleurs, on va les utiliser toujours, notamment dans tout ce qui va être carte de géographie. Là, je vous raconte pas la galère que c'était pour moi de lire une carte. D'ailleurs, j'ai demandé pour le bac à en être dispensée. Mais le jour de l'épreuve d'histoire-géographie, j'étais très mal parce que j'avais peur qu'on oublie cette dispense et que je finisse par avoir une carte à colorier. Et là, ça aurait été le drame. À ma grande chance, personne n'a eu de carte de géographie cette année. Moi, j'étais heureuse, mais les autres un peu moins parce que pour eux, c'était clairement la facilité, ces cartes de géo. Comme je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo, moi j'étais toujours au premier rang, le plus près du tableau. Mais j'avais beau être tout devant, il fallait quand même que je répète à tous mes profs d'écrire plus gros et de ne surtout pas écrire à la craie rouge sur un tableau en ardoise. D'autant plus quand on a effacé le tableau et qu'il y a encore un fond avec des restes de craie. Pour moi, la couleur d'un tableau en ardoise ou la couleur rouge, c'est similaire. Donc quand un prof se mettait à écrire en rouge sur le tableau, c'est comme s'il n'écrivait rien du tout. C'était totalement invisible. À force, j'en avais marre de le répéter au professeur. J'avais pas envie de me faire remarquer. J'ai très vite pris des notes sans copier le tableau, ce qui a valu de magnifiques fautes d'orthographe. Mes cours, c'était des textes à trous. Alors je récupérais les cours de mes autres camarades et le soir, avant de faire mes devoirs, je perdais déjà tout un temps à recopier mon cours et remplir tous ces trous. Là, j'en ai perdu du temps à faire ça. Je vous parlais là du tableau en ardoise, mais il y a aussi tous ces tableaux blancs Velleda. Ça, c'est encore pire. Le tableau va m'envoyer énormément de lumière et donc je vais voir très peu de contraste avec l'écriture qui va être mise dessus. En plus des difficultés à voir de loin, il y avait aussi la difficulté à lire les petits caractères. Sur chaque nouveau polycopié, sur chaque livre, soit j'avais le nez collé à la feuille, soit j'utilisais une loupe. Je l'ai utilisée très longtemps celle-là, je l'ai eue très jeune. Elle grossit pas forcément énormément, mais c'était suffisant pour moi et au moins ça n'obligeait pas tous mes profs à m'agrandir tous les polycopiés sur une feuille A3 énorme. Ah, les feuilles A3, j'en ai eu beaucoup, surtout au lycée. Mon sac était 2 fois plus gros que celui des autres.
Concernant tout ce qui était épreuves de bac, de brevet, mais même aussi dans mes études supérieures pour les examens à la fac, j'avais fait une demande de tiers-temps qui me permettait d'avoir un tiers de temps supplémentaire par rapport à tous les autres au moment des épreuves. Je ne l'utilisais pas forcément tout le temps, mais ça pouvait être utile parfois. Autre demande que j'avais faite pour les examens, c'était le grossissement des caractères sur les polycopiés. J'avais demandé caractère Arial 20 et en gras. Résultat, pour certaines épreuves, je me suis retrouvée avec des polycopiés A4, pas A3 ce coup-ci, mais d'une épaisseur à peu près comme celle-ci. Les pages n'étaient imprimées que sur le recto et pas le verso, ce qui m'a valu des épreuves à peu près plus d'une 60aine de pages. Heureusement que j'avais plus de 4 heures par épreuve parfois parce que vous vous dites « je ne vais jamais finir cette épreuve ». Heureusement les pages se tournaient vite quand même. Aussi arrivé au lycée se pose le problème de notre orientation professionnelle. Bon, j'ai vite su que je ne pouvais pas faire tous les métiers du monde. Je ne pouvais pas être pilote de chasse, médecin, géologue. En tout cas, il me fallait un métier où ma vue ne serait pas un problème. Je voulais au contraire que ma vue soit une valeur ajoutée et jamais un problème dans mon métier. C'est donc assez naturellement et logiquement que je me suis dit que étudier le parfum pouvait être une bonne solution. En ce sens, j'ai dû faire des études de chimie. Bon, en soi, c'était pas le plus évident pour quelqu'un qui est déficient visuel, mais ça m'a permis d'intégrer l'ISIPCA, qui est une grande école de parfumerie, de cosmétiques et d'aromatique à Versailles. J'y ai fait une licence pro et un master pro en option parfumerie et c'est clairement le cœur de mes motivations professionnelles aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être un de ces quatre de l'étrange métier que je fais en ce moment. S'il y a une chose de sûre, c'est que du parfum, je vais vous en parler dans de prochaines vidéos. J'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. L'industrie et les métiers de la parfumerie sont clairement assez mystérieux. On porte tous du parfum et pourtant on n'y connaît pas grand chose. Donc j'ai très envie de partager tout ça avec vous. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, mais également à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous dis à très vite, ciao ciao!